Merci beaucoup Antoine de l'invitation du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques. C'est un grand plaisir pour moi de dire quelques mots sur un thème de recherche que nous travaillons au sein d'un groupe de recherche qui s'appelle LP Transition. L'acronyme c'est la plateforme de Louvain sur la transition qui regroupe des chercheurs et chercheuses de différentes disciplines, avec, je dirais, un fil conducteur dans notre démarche, c'est la recherche qu'on appelle transdisciplinaire, c'est-à-dire qui combine la recherche académique avec les enquêtes de terrain et avec le point de vue des acteurs de terrain. Et c'est notamment au nom de cette transdisciplinarité que nous avons été en Drôme, examiner comment les innovations sociales se développaient dans ce territoire lors de 2 missions successives. Antoine nous a rejoint d'ailleurs pour une partie de ce trajet. Et on a fait la même chose dans par exemple, l'arrondissement de Verviers et dans différents contextes. Et donc, je dirais les idées que je vais présenter ici sont des idées que nous avons reprises dans un livre, Tom de Dewaarder et moi-même, publié d'abord en anglais et puis traduit vers le français, à partir d'une intuition, c'est qu'il y avait pour opérer et accélérer la transformation écologique et sociale un outil qu'on sous-estimait peut-être, c'était la création de dispositifs, d'espaces dont peuvent s'emparer les acteurs d'un territoire pour développer de nouvelles expérimentations permettant d'accélérer cette transformation. En d'autres mots, pour dire les choses un peu simplement pour commencer, on pense souvent que l'État peut jouer un rôle dans la transition, soit par des réglementations juridiques qui interdisent, qui ordonnent, sous la menace parfois d'amendes ou de sanctions. On imagine aussi que l'État peut mettre sur pied des incitants économiques, des taxes, des subsides pour orienter les comportements, mais l'État peut faire aussi encore autre chose, c'est favoriser la prise en charge par les communautés locales des problèmes qu'elles affrontent et lever les obstacles pour que ces innovations sociales puissent se développer. Et donc, voilà ce dont je voudrais parler en partant d'un diagnostic qui ne surprendra pas celles et ceux qui travaillent déjà sur les questions de transition, c'est que les verrous qui existent aujourd'hui à la transformation écologique et sociale des sociétés résultent de la coévolution de facteurs sociotechniques, économiques, culturels et politiques. On a des trajectoires, si vous voulez, qui, favorisant la croissance, et évidemment le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques a beaucoup travaillé sur ces questions du rôle du droit dans l'appui à un modèle de développement fondé sur la croissance. Et donc cette volonté du toujours plus influence les choix sociotechniques, le type de technologie dans laquelle on investit, le type d'infrastructure qu'on construit pour réaliser des économies d'échelle et favoriser la production de masse. Il en résulte au fond une position dominante des grands acteurs économiques et grandes entreprises dans l'économie qui façonnent nos choix de consommation et la culture dans laquelle nous baignons et qui peuvent convertir leur poids économique en influence politique. Et donc on a, si vous voulez, ces différents facteurs qui ont coévolué, qui font système en quelque sorte et qui sont autant de verrous à la transition écologique et sociale. Alors, pour dérouiller ou déverrouiller plus précisément ce système, on est allé en quête de différentes solutions et on a voulu miser tantôt sur l'État, tantôt sur les entreprises et nous pensons qu'au-delà de ces tentatives-là, qui pour des raisons que je vais rapidement évoquer échouent, on peut se donner un troisième objectif ou essayer d'actionner un troisième levier. D'abord, la tentation, effectivement, a souvent été de compter sur l'État pour transformer la société. Vous vous engagez en politique, vous cherchez à prendre le pouvoir de l'État et vous allez utiliser ensuite ce pouvoir pour transformer la société. En réalité, cette approche de la transformation bute sur une série de limites ou d'obstacles.
Premier d'entre eux, c'est que l'État est très souvent capturé par les intérêts économiques dominants. Cela paraît banal, et c'est aujourd'hui quelque chose de très bien documenté, notamment aux États-Unis par Martin Gilens et Benjamin Page. Martin Gilens, d'ailleurs, a publié un livre sur cette question en 2014, mais voilà l'article qu'ils ont publié à deux sur la politique américaine, qui a tenté de tester à quel point les parlementaires au Congrès fédéral américain, donc Sénat et Chambre des représentants, étaient en fait l'otage des groupes économiques dominants. Et ce qu'ils ont fait, c'est sur 1779 questions politiques, comparer les attentes exprimées par les grands acteurs de l'économie, les grandes entreprises, les chambres de commerce, etc., et les attentes exprimées par les hommes et femmes ordinaires, l'opinion publique. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que en prenant cet échantillon quand même très significatif de 1779 dossiers législatifs, si on examine les préférences exprimées par les citoyens, on voit que si à gauche du tableau 10-20% de gens veulent un changement, il n'y a pas beaucoup plus de chances pour que ce changement soit effectué que si 80-90% à droite du tableau de gens veulent ces changements. La hauteur des colonnes grises, c'est simplement le nombre de dossiers législatifs pris en considération. Ce qui est important pour nous, c'est l'axe horizontal, c'est le pourcentage de soutien dans l'opinion publique que tel ou tel changement législatif obtient. Et on voit qu'en fait, les politiques sont peu sensibles aux attentes de l'opinion publique. L'encéphalogramme du politique est plat de ce point de vue-là. Alors que les mêmes dossiers, si on s'interroge sur les attentes exprimées par les grands acteurs économiques, ça donne ceci. Vous voyez que si très peu d'acteurs économiques sont en faveur d'une mesure, les chances qu'elle soit adoptée sont quasi nulles. À l'inverse, elles sont beaucoup plus élevées si un grand nombre d'acteurs économiques expriment cette préférence. Alors ceci ne doit pas nous étonner, non pas seulement parce que les grands acteurs économiques peuvent mobiliser beaucoup d'outils d'influence, de lobbying, etc., mais aussi parce que dans une société qui privilégie la croissance et qui assimile l'augmentation des possibilités de consommation au bien-être, forcément les entreprises peuvent prendre en otage le gouvernement et opérer toute une série ou actionner toute une série de leviers qui feront que leurs positions seront prises en compte. Cela inclut le chantage à la délocalisation, le chantage à l'emploi, l'influence qu'ils peuvent exercer sur les médias, etc. On n'a pas le temps vraiment d'aller plus loin dans le détail de cela, mais c'est en tout cas un constat assez déprimant que l'État est très souvent captif de ses grands intérêts économiques. Un deuxième obstacle à passer par l'État, c'est que les élites sont très souvent peu sensibles aux préoccupations qui s'expriment, notamment par rapport aux crises environnementales multiples qui nous menacent. À l'université de Yale travaille à la faculté de droit un psychologue qui a notamment développé cette idée ou étudié cette question qui est la question de savoir comment les différents groupes de la société percevaient le risque environnemental. Et ce que cet auteur met en lumière, c'est que si on interroge les gens sur leur profil de personnalité, en leur demandant s'ils pensent que la société est juste ou au contraire injuste pour les perdants, on arrive à définir deux profils, le profil beaucoup plus communautaire, altruiste, égalitariste, et le profil au contraire plus individualiste, qui croit en la hiérarchie, en le mérite, etc. Et ce qui est frappant, c'est que alors qu'on s'imagine que donner plus d'informations avec des rapports meilleurs, des graphiques plus convaincants, etc., doit conduire à augmenter la perception du risque environnemental, selon ce schéma qui voudrait que l'amélioration de la qualité de l'information fournie sur les crises environnementales amènerait à une
perception meilleure du risque. En réalité, tout dépend du groupe auquel on se rattache, du type de personnalité qui est le sien. Et ce que l'on constate, c'est que pour celles et ceux qui sont égalitaires, communautaires, altruistes dans leur démarche, qui pensent que la société doit venir au secours des perdants et qu'il faut des politiques plus redistributives, eux vont effectivement mieux comprendre le risque et mieux en tenir compte à mesure que l'information leur est fournie. Mais les autres, qui croient que la société est juste et qui se positionnent comme beaucoup plus convaincus de la légitimité, de la méritocratie et qui sont plus individualistes, c'est l'inverse. Plus on leur fournit des informations et moins leur perception du risque s'améliore. L'explication, c'est qu'ils vont rejeter ces informations qui les dérangent. C'était d'ailleurs le titre du film qui met en scène Al Gore, hein, Une vérité qui dérange, An Inconvenient Truth en 2007. On a constaté que quand on voit son mode de vie remis en question, ses valeurs remises en question, son identité remise en question par les informations que les scientifiques amènent, on va déployer toute une série de stratégies pour rejeter ces informations et s'en tenir à ces croyances. Troisième obstacle, c'est qu'il est assez difficile d'amener le changement par le haut, par l'État, en raison des résistances au changement de routine que l'État a du mal, que l'État rencontre. Donc l'État a du mal à imposer ces changements. Et là, je dirais qu'il y a toute une série de facteurs, évidemment, mais une manière de résumer cette inertie-là nous vient du psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2011, qui notamment a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'effet de dotation, ou ce qu'on appelle aussi, ce sont des expressions équivalentes, l'aversion pour les pertes. L'idée, c'est que l'on est beaucoup plus attaché à ce que l'on a déjà et que l'on risque de perdre suite au changement, qu'aux gains qui pourraient résulter du changement qui vous est imposé. C'est illustré par ce graphique. La perte de 100 $ amène pour l'individu qui perd cette somme une désutilité beaucoup plus importante que le gain espéré de 100 $ qu'on n'a pas encore. Hein. Et je sais que le siège a aussi travaillé sur Jeremy Bentham, donc on est ici en plein dans je dirais, une des failles de l'utilitarisme, qui est de ne pas tenir compte de ces biais psychologiques. Hein. Mais donc voilà, on a peur de voir remise en cause ces routines, on a peur de perdre ce que l'on a déjà, et ceci en dépit de ce que le futur désirable qui vous est proposé peut représenter des gains significatifs. Hein. Donc ça, c'est une troisième difficulté pour l'État d'amener le changement. Quatrième difficulté, c'est que les outils dont l'État dispose, les réglementations juridiques ou les incitants économiques, je les ai évoqués, sont des outils qui veulent influencer les comportements, entre guillemets, de l'extérieur, misant sur ce qu'on appelle les motivations extrinsèques des individus. Et en fait, ce que la psychologie nous montre, et je pense notamment aux travaux de Edward Deci à gauche et Richard Ryan de l'Université de Rochester, c'est que les changements durables, persistants dans le temps, sont les changements qui émanent des motivations intrinsèques des individus. C'est très différent d'imposer à l'individu des changements de comportement, quel mode de transport utiliser, comment s'alimenter, comment prendre ses vacances, etc., en culpabilisant, en pénalisant, en sanctionnant, voire en imposant des taxes, etc., que de donner aux individus envie de changer, parce que ça correspond à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et aux valeurs qu'ils vont faire leurs. Et donc, ce que montrent Edward Deci et Richard Ryan, c'est que il faut créer les conditions pour que les motivations intrinsèques de l'individu puissent se manifester. Et peut-être que la slide qui suit est plus explicite. Il faut passer des motivations qui ne sont pas autodéterminées, qui sont extrinsèques, qui sont imposées à l'individu d'en haut ou d'ailleurs, à des motivations qu'ils ont en eux-mêmes. Et ils appellent cette théorie la théorie de l'autodétermination. J'ai un peu travaillé par le passé sur les questions d'alimentation. Pour lutter contre l'obésité, il est beaucoup plus efficace de donner aux gens conscience qu'ils ont leur sort entre leurs mains et qu'ils se sentiront mieux s'ils mangent de manière, je dirais,
adéquate et équilibrée, que de leur imposer des sanctions parce qu'ils surconsomment des boissons gazeuses sucrées, etc. Et donc c'est passer des motivations extrinsèques aux motivations intrinsèques. Mais pour l'État, c'est très compliqué de provoquer cet appétit de changer à partir d'outils de l'extérieur qui rencontrent la résistance. Il y aurait plus à dire, mais je schématise ici rapidement. Alors, le deuxième outil qu'on pourrait vouloir mobiliser, c'est au fond la croissance verte, hein, les changements venant du marché, des manières pour les entreprises de produire et de faire consommer, à partir de l'idée que nous sommes tous, consommateurs, consommatrices, en mesure d'envoyer des signaux aux entreprises que nous voulons autre chose, et des entreprises vont répondre à la fois aux attentes changeantes des consommateurs critiques, mais aussi aux attentes de l'investissement socialement responsable ou des ratings ESG qui se multiplient et qui devraient inciter les entreprises à changer. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi des limites à ce que les entreprises peuvent amener comme changement, à la fois parce que les entreprises sont prises quand même dans ces contradictions entre le besoin d'augmenter leur marge de profit et de satisfaire les attentes des actionnaires à court terme, mais aussi parce que les innovations dont les entreprises sont capables, les innovations technologiques, rencontrent une limite, c'est les effets rebonds multiples qui résultent des changements technologiques. Je voudrais distinguer 3 effets rebonds. Le premier est simplement que lorsqu'on introduit des technologies qui améliorent l'efficience, on a tendance à consommer plus parce que des ressources sont libérées qu'on va pouvoir utiliser pour augmenter sa consommation. Deuxièmement, on est déculpabilisé quand on a le bénéfice de technologies plus vertes, plus propres, ce que j'appelle l'effet de dédouanement. Et enfin, troisièmement, même si on ne consomme pas plus de la chose, par exemple la voiture qui fonctionne avec moins d'essence, on va avoir des ressources qu'on va pouvoir utiliser pour d'autres postes de consommation. Par exemple, on va avoir une voiture électrique pour soi, mais on va ensuite pouvoir voyager en avion plus fréquemment. Et donc, il y a toutes ces limites, si vous voulez, qui montrent que les changements de comportement induits par la technologie ou favorisés par la technologie sont insuffisants. Pour être plus précis, il faut des changements de comportement, des changements de mode de vie qui vont bien au-delà de l'adoption de technologies plus vertes, plus propres. Je suis obligé de passer un peu vite là-dessus parce que sinon je rate le cœur de mon intervention. Je vous demande de m'en excuser. Et donc, je crois qu'au-delà des obstacles que l'État rencontre et des obstacles qu'on rencontre quand on veut avoir une croissance verte qui mise sur les innovations qui viennent des entreprises, il y a donc ce troisième levier qui est le cœur de notre travail, qui est celui des innovations sociales. C'est quoi les innovations sociales? C'est tout ce que des hommes et des femmes ordinaires, des citoyens et des citoyennes, inventent comme manière de produire, de consommer dans des domaines variés, alimentation, énergie, transport, habitat, etc. Et c'est notamment tout ce qui relève de la relocalisation de l'économie, des circuits courts que Olivier Dussauge, par exemple, a travaillé dans sa thèse. Vous avez par exemple cette carte qui n'a pas été mise à jour, je pense, depuis quelques années par le réseau Transition de Belgique, mais qui reprenait, vous distinguez ici la Belgique, hein, bien que les frontières ne soient pas très visibles. Mais donc ce sont tous les repères cafés, les systèmes d'échanges locaux, les potagers collectifs entretenus par les voisins, les groupes d'achat communs ou les gazap à Bruxelles, etc. Les donneries, donc toutes des innovations sociales qui ne passent pas par l'État, qui ne passent pas par le marché, mais qui sont une manière de reconstituer du commun à l'échelle parfois très locale. Et c'est ça les innovations sociales citoyennes, et nous avons voulu dans le livre explorer le potentiel de ces innovations sociales et qu'est-ce qui fait que ça peut marcher et quelles sont aussi les limites de cet outil de transformation. Et donc, première précision, c'est que quand on parle d'État partenaire, c'est un État qui se fait l'allié de ces innovations sociales, qui vient à l'appui de ces innovations. Mais ce n'est pas un État qui se retire parce que la communauté se prend en charge. J'insiste sur ce point parce que quand David Cameron a fait campagne pour être élu Premier ministre du Royaume-Uni, ce qu'il a été en 2015, non, avant ça, en 2011, je crois.
c'était 2011-2016. Il a fait campagne sur cette idée « Big Society, not Big Government ». Quelle était l'idée de ce slogan? C'était de dire les solutions se trouvent au niveau local, dans les communautés, c'est là qu'on peut créer des emplois, c'est là qu'on peut trouver des solutions aux questions de logement, etc. Et donc, on n'a pas besoin que l'État règle tout, les communautés peuvent se prendre en charge par elles-mêmes. C'est un peu une récupération, si vous voulez, néolibérale, en m'excusant d'abuser de ce terme un peu journalistique et facile, de l'idée d'innovation sociale. Il ne s'agit pas de justifier le retrait ou le désintérêt de l'État, ou de donner à l'État un prétexte pour ne pas remplir ses fonctions. L'idée de l'État partenaire, c'est un État qui, au contraire, est actif dans la mise sur pied de dispositifs qui peuvent favoriser le développement de ces innovations sociales. Et donc, nous mettons l'accent dans le livre sur l'intérêt de ces innovations sociales, en complément des innovations technologiques sur lesquelles on a mis beaucoup l'accent, y compris les technologies vertes et propres, hein, qui contribuent à la croissance verte telle qu'on la fantasme. Et l'intérêt des innovations sociales, si vous voulez, c'est qu'elles sont décentralisées, elles viennent des hommes et femmes ordinaires dans les contextes où ils opèrent, elles ne sont pas protégées derrière des droits de propriété intellectuelle, elles peuvent donc être disséminées de manière très très démocratique, et elles créent des changements qui peuvent être durables, parce que dès lors que les changements viennent des gens, on n'a pas besoin que des incitants soient mis en place, que des récompenses monétaires ou autres soient imaginées pour que les changements perdurent dans le temps. Et c'est d'ailleurs un des atouts que Elinor Ostrom, dans son travail sur les communs, ou pour dire les choses plus précisément, les Common Pool Resources, pour rester dans sa terminologie, c'est un des intérêts qu'elle voit dans les Common Pool Resources, c'est que dès lors qu'une communauté fixe ses propres règles de gouvernance de ses communs, la communauté va les respecter, les règles venant d'elle. Eh bien, les innovations sociales présentent notamment cet intérêt et peuvent amener des changements de comportement de manière très efficace. Alors, nous avons voulu, et c'est ça que le livre surtout cherche à faire, comprendre c'est quoi pour l'État de se faire l'allié de ces innovations sociales. Quelles sont les conditions qui peuvent être créées pour les stimuler. Ça ressemble un peu à la quadrature du cercle ou à ce proverbe africain qui est sous forme de paradoxe, vous voulez, qui dit on ne fait pas grandir un arbre en le tirant par ses branches. Et c'est vrai que créer un contexte dans lequel les innovations sociales, par définition qui doivent être spontanées, sui generis, peuvent émerger, ça paraît un peu une contradiction dans les termes. Comment on fait, en fait, pour donner envie aux gens d'inventer, de recréer des nouveaux contextes, des nouvelles manières de produire et de consommer, sans qu'ils aient l'impression qu'on les y force. Nous pensons que même si on ne peut pas faire grandir un arbre en le tirant par ses branches, on peut aider l'arbre à croître en arrosant de temps en temps, en protégeant l'arbre des animaux qui pourraient vouloir manger les brindilles quand elles sont jeunes, et qu'on peut améliorer la qualité du terreau dans lequel l'arbre prend racine. Et je pense qu'il y a 4 ingrédients qu'on met spécialement en avant. Le premier est celui de l'égalité. Des politiques redistributives qui réduisent les inégalités de revenus. Alors évidemment, il y a plein de raisons de vouloir une société qui ait plus de cohésion sociale et qui réduise les inégalités. Ce qui nous intéresse dans ce combat pour l'égalité, c'est que la réduction des inégalités amène un plus grand engagement civique. On a des études qui montrent une corrélation statistiquement significative entre le niveau des inégalités, qui est plus fort dans les États plus à droite de ce tableau. Ce sont 24 États européens ici qui ont repris. Malheureusement, la Belgique ne fait pas partie des États qui ont été repris dans ce tableau. Et donc, plus on est à droite du tableau, plus les États ont un coefficient Gini élevé, donc sont inégalitaires. Et l'axe vertical, c'est le score de participation civique. Est-ce que les gens s'engagent dans les syndicats, dans les partis politiques? Est-ce qu'ils manifestent? Est-ce qu'ils prennent part aux élections, là où l'élection n'est pas obligatoire? Et on constate une corrélation, plus la société est égalitaire,
Plus on est à gauche du tableau, plus la participation civique est forte. Et ça fait intuitivement sens. Quand on est dans une société très inégalitaire, on n'a pas l'impression d'appartenir à la communauté, on a l'impression de toujours être trahi par les élites, on a l'impression de devoir se battre contre les autres et on n'a pas envie de construire avec d'autres. À l'inverse, dans une société plus égalitaire, on se sent membre à part entière de la communauté, on a envie de contribuer sa modeste pierre à l'édifice commun. Donc le deuxième ingrédient, c'est la manière dont l'espace urbain est configuré. Et je pense qu'il y a vraiment une alliance à forger entre je dirais les gens qui s'intéressent à la transformation écologique et sociale d'une part et les architectes et les urbanistes de l'autre part. J'étais vraiment étonné en travaillant sur ce sujet de ce qu'il y a de très riche dans cette question de la réflexion sur l'espace. Alors, la manière dont l'espace est organisé est important pour plusieurs raisons, qui sont notamment, j'en cite trois principalement. D'abord, ce que j'appelle la schizotopie. Le mot n'est pas de moi, il est de Günther Anders, premier mari de Hannah Arendt, qui décrivait par là le fait que dans nos vies, nous sommes de plus en plus étalés sur des espaces de plus en plus grands. On a des distances de plus en plus grandes à franchir entre le lieu où l'on habite, le lieu où l'on travaille, le lieu où l'école des enfants, le lieu où on va faire son sport, comme disent les jeunes, etc. Et cette schizotopie nous rend moins solidaires de l'espace où l'on habite. Après tout, à quoi bon s'investir dans un projet de quartier si on travaille loin et que l'école n'est pas dans le voisinage. Et en outre, elle nous rend moins attentifs aux effets sur la communauté des comportements qui sont les nôtres, que ce soit la manière dont on évacue nos déchets, ou que ce soit le type de méthode de production que dans son usine on privilégie. Donc on est moins solidaire de la communauté quand on est comme ça réparti sur des espaces plus grands. Mais en outre, le fait d'être comme ça dans un étalement de plus en plus grand du point de vue géographique de nos vies fait que le capital social s'érode. Alors le capital social, c'est une notion que je prends dans le sens non pas de Pierre Bourdieu qui voit un capital que l'individu peut mobiliser pour réussir, mais dans le sens du sociologue de Harvard, Robert Putnam, qui a publié en 2000 ce livre magnifique, Bowling Alone, où il montrait que au cours des années 80 et 90, la société américaine était devenue de plus en plus individualiste. Le capital social s'est érodé. Le capital social, c'est ce ciment qui nous permet de faire société. C'est les liens sociaux. C'est la qualité de la vie collective mesurée par des indicateurs comme le nombre de fois où on s'invite entre amis, le nombre d'actions qu'on a en commun dans le quartier, le nombre de gens qui militent dans les associations bénévoles et les ONG, etc., le nombre de gens qui militent dans les syndicats. Donc, tout ce qui, au fond, nous rattache à la communauté et qui peut être plus ou moins important. On a des sociétés plus ou moins individualistes, des sociétés où, au contraire, le capital social joue un rôle plus grand. Et dans ce livre de 2000, qui se lit comme une vraie enquête sur les raisons pour lesquelles, aux États-Unis, l'individualisme a progressé, Putnam met en avant 4 grands facteurs qui expliquent cet individualisme croissant. Le poids du travail, je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais donc dans une société de plus en plus compétitive, concurrentielle, et où le travail est de plus en plus précaire, on a peur de ne pas être performant, on consacre moins d'énergie aux autres, au care, à prendre soin de soi et des autres, et on est obsédé par le souci de demeurer dans la course. Deuxièmement, c'est l'organisation de l'espace, et c'est pour ça que je mobilise ici Robert Putnam. Putnam calcule par exemple que chaque fois qu'on a 10 minutes de trajet quotidien supplémentaire entre le domicile et le travail, on a 10% de moins de chances de s'investir dans une association de quartier, une ONG, etc. Donc, vous faites le compte, 1h40 de navette quotidienne, eh ben, il vous reste 0%. C'est avéré. Donc, il a fait des calculs sur l'utilisation que les gens font du temps qu'ils ont, etc. Donc, c'est un vrai obstacle que cet étalement, chez nous, on parlerait d'étalement urbain, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, je note que la voiture, qui est censée nous avoir fait gagner du temps, tous les gains liés à la rapidité du déplacement ont été en fait annulés par le fait que les villes se sont étalées
augmentant les distances que nous franchissons tous les jours. Alors, il y a d'autres facteurs que Putnam met en avant, la télévision, l'écran, aujourd'hui, dirait-on sans doute plutôt, la déception de la génération venue à l'âge adulte dans les années 80, c'est la mienne, par rapport aux engagements des aînés dans les années 60 et 70, on a perdu foi dans la capacité de la militance à faire une différence. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, les gens ont conscience, plus ou moins clairement, de ce que le capital social est menacé aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Social Streets, nés à Bologne en 2013, le mouvement né à Paris de la République des hypervoisins, ceci est dans le 14e arrondissement de Paris, des repas pris dans la rue, voilà, entre voisins, pour que les gens commencent à se connaître. Le travail fait au Royaume-Uni, aux États-Unis, sur la recréation de liens sociaux. Vous vous rappelez peut-être cette figure de Jo Cox, qui a été assassinée, je crois que c'est en mars-avril 2016, en pleine campagne Brexit. Elle était contre le Brexit, c'était une députée du Labour, et elle présidait une commission sur la solitude au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, cette commission parlementaire, renommée la Jo Cox Commission en hommage à Jo Cox, assassiné par un militant d'extrême droite, a débouché sur ce rapport, A Connected Society, A Strategy for Tackling Loneliness, examinant comment on peut recréer des liens sociaux au Royaume-Uni, comment on peut rompre la solitude, terriblement source de dépression, d'anxiété, de mal-être dans la société britannique. Et parmi les recommandations de cette commission figure en bonne place la manière dont l'espace urbain est aménagé pour que les gens puissent se rencontrer, construire l'action collective en commun, et pour que, entre différents groupes sociaux, davantage de mixité existe. Et je reviendrai sur ces propositions dans un instant. Le rapport est présenté en mai 2018. Aux États-Unis, on a assisté à la même prise de conscience, si vous voulez. Le Surgeon General, qui est en fait le médecin en chef, en quelque sorte, le ministre de la Santé de Joe Biden, qui s'appelle Vivek Murthy, et qui a pris ses fonctions début 2023, a lancé l'alerte sur la solitude dans la société américaine, et il a fait toute une série de recommandations qui incluent notamment le renforcement de ce qu'il appelle l'infrastructure sociale, qui se distingue évidemment de l'infrastructure physique, des transports en commun, etc. L'infrastructure sociale, c'est quoi? C'est ce qui permet, en termes d'aménagement de l'espace, aux gens de se rencontrer davantage, de participer à la vie collective. Les parcs, les bibliothèques, hein, les aires de jeu pour les enfants, etc. Tout cela, c'est des communs, en réalité, que l'on pourrait développer davantage pour que les gens se sentent appartenir à une même société et que les liens sociaux se renforcent. Alors, il y a une série d'autres recommandations, mais je passe ici un peu vite pour vous donner un peu une idée de ce qu'il y a dans ce genre de rapport. Et aujourd'hui, les urbanistes, comme Sylvain Grisot, qui est très à la mode aujourd'hui dans le monde des urbanistes, avec son livre Redirection urbaine, qui donne toute une série d'exemples, qui portent aussi sur Bruxelles, mais aussi sur Amsterdam, sur Lyon, sur Paris, etc. Où le travail fait par Carlos Moreno, qui est un urbaniste d'origine colombienne, qui travaille à Paris, et qui a développé ce concept de la ville du quart d'heure. Tout, pour Carlos Moreno, devrait être accessible en un quart d'heure à vélo, en une demi-heure à pied, qu'il s'agisse de choisir où s'alimenter, où travailler, la culture, etc., pour que les gens, au fond, ne doivent pas faire de longues distances et pour qu'ils se sentent davantage solidaires de la quartier. Donc tout ça participe de la même démarche de reconstituer, même en ville, une vie de quartier, en fait. Reconstituer des villages en ville, en quelque sorte. Comme c'est l'humoriste Alphonse Allais, je crois, qui disait qu'il faut absolument construire davantage de villes à la campagne parce qu'on a besoin de verre. Bon. C'est un peu ce paradoxe qu'on essaie de prendre au sérieux ici avec la reconstitution d'une vie de quartier dans les villes. Et ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est la création de ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux. Les tiers-lieux, c'est des espaces qui ne sont ni publics, comme voilà, la salle communale ou la salle de réunion du conseil communal, ni privés, le salon du voisin, mais qui sont des lieux dont les gens puissent s'emparer
pour créer de l'action collective. Et dans les propositions de Carlos Moreno, dans la ville du quart d'heure, ou de Sylvain Grisot, cet urbaniste que j'ai évoqué, qui propose de redessiner les villes, il y a dans ce qu'il propose notamment l'utilisation de bâtiments inoccupés pendant certaines plages horaires pour qu'ils deviennent des tiers-lieux. Exemple, l'école arrête de fonctionner 17-18 heures. Pourquoi ne pas le soir permettre à l'école d'être occupée par les voisins pour construire un truc, ou par des amateurs d'une troupe de théâtre qui peuvent préparer un spectacle, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose des administrations publiques? Après tout, les fonctionnaires s'arrêtent de travailler à 17h30, 18h. Bon, pourquoi est-ce que les locaux des administrations publiques ne pourraient pas servir à être mis à disposition pour éviter qu'on ne vienne envahir les salons les uns des autres? Moi, j'ai habité pendant tout un temps à la rue du Sceptre à Ixelles, et on avait un restaurant social qui s'appelait le Refresh, qui est maintenant un peu déménagé. Et le fait d'avoir une salle à notre disposition nous a permis, entre voisins d'une même rue, d'avoir des réunions régulières sans qu'on dérange chez les uns ou chez les autres. Et ça a incité les gens à venir parce qu'ils n'avaient pas l'impression de déranger ou d'être dérangés. Et on a construit un tas de choses entre voisins grâce à ce tiers-lieu qui était prévu pour cela. Alors, des architectes et des urbanistes ont travaillé sur cette question précise, hein, notamment, je pense à ce rapport de Robin King et Katie Baldwin, What about the people? The Socially Sustainable Resilient Community and Urban Development. Ils ont aussi fait un bouquin là-dessus, Social Sustainability, Climate Resilience, Community-Based Urban Development. Et ils travaillent là la manière dont l'habitat peut être aménagé pour renforcer les liens sociaux. Je donne un seul exemple. Imaginez une ville qui, au lieu d'être construite comme des rues, avec des maisons les unes à côté des autres, et devant les rues, des passages de voitures, imaginez des villes où on a des maisons qui forment un cercle, à l'intérieur de ce cercle, un jardin partagé entre les voisins, et des trottoirs beaucoup plus larges, permettant aux gens de se parler, permettant aux gosses de jouer, pour créer entre voisins des espaces où se rencontrer. L'état d'esprit des gens s'en trouverait radicalement transformé. Ils auraient encore leur espace privé, évidemment. Il ne s'agit pas de dire qu'on doit avoir des habitats partagés tout le temps, mais on a néanmoins des communs à entretenir ensemble et des lieux où on peut s'attarder entre voisins. D'ailleurs, Katie Baldwin et Robin King proposent notamment que les maisons soient plus petites pour que les gens soient moins incités à rester chez eux et davantage incités à être à l'extérieur, y compris à bavarder avec les voisins. Il y a toute une série de recommandations là. Et c'est important de noter que les travaux aujourd'hui sur les habitats partagés montrent que les gens qui s'engagent dans ce genre de démarche développent au fil de leurs interactions avec les gens avec qui ils partagent un habitat une solidarité qui fait que celles et ceux qui étaient des amis, éventuellement de vagues connaissances, voire des nouveaux venus dans son environnement, deviennent en fait des proches, à l'instar de la famille. Moi-même, j'ai expérimenté cela. Il se fait que nous avons retapé une petite maison en Drôme, dans un village de 15 maisons, qui est gérée comme une coopérative. Et ces autres habitants, je ne les connaissais pas avant d'intégrer ce village. Plutôt, j'en connaissais un, c'est par lui que je suis rentré dans le groupe. Mais au fil des étés que nous passons là, ces gens deviennent comme une deuxième famille, tant les interactions sont fréquentes. Voilà. C'est ça l'objectif. Et Angela Sanguinetti, Transformational Practices in Co-Housing, Enhancing Residents' Connection to Community and Nature, montre comment, au fil des interactions entre personnes qui partagent un même commun, l'on commence à se rapprocher les uns des autres, on partage de plus en plus, on développe des rapports d'empathie de plus en plus profonds, et on a de plus en plus aussi de solidarité avec l'espace qu'on occupe, y compris la préservation de ce vieil arbre au milieu de ce jardin partagé, auquel on attache de plus en plus d'importance à mesure que ça devient, en quelque sorte, ce qui nous lie. Bon, les schémas auxquels elle recourt ne sont pas très utiles, je trouve. Ils paraissent un peu trop simples pour être vrais. Mais en fait, ce qu'a fait Angela Sanguinetti, c'est qu'elle a suivi sur des dizaines d'années, enfin sur 15 ans,
des personnes dans les habitats partagés, elle leur a posé des questions sur le sentiment qu'ils éprouvent à l'égard de la nature qui les entoure et à l'égard des autres avec qui ils partagent leur habitat, et elle constatait au fil des années une solidarité de plus en plus grande. On est de plus en plus dans un rapport quasi de fusion, si vous voulez, ce que montre le recoupement entre ces cercles de manière un peu imagée. Alors, évidemment, tout ça nous amène à la question des communs. Je signale, sans pouvoir la développer, cette étude faite à la demande du ministre Alain Marron, chargé de la transition climatique, de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie participative à la région de Bruxelles-Capitale, et de la secrétaire d'État à la transition économique, Barbara Tract, cette étude sur les communs, qui a examiné tout un ensemble de communs. 11 communs sont étudiés en détail dans ce rapport développé à Bruxelles. L'étude date d'octobre 2023. Et ce que montre l'étude, c'est la nécessité pour l'État, en l'occurrence la région bruxelloise, de soutenir ces communs pour créer, au fond, entre ce qui est capté par le marché et privatisé et ce qui est administré par l'État ou l'administration publique, des initiatives qui ne sont pas marchandes, qui ne visent pas à créer du profit, mais qui associent les communautés dans des démarches qui relèvent, au fond, de la constitution de communs. Par exemple, je prends au hasard un exemple, remorquables qui mettent à disposition des gens qui veulent transporter des colis, des vélos avec des remorques, voilà, pour que les gens n'aient pas besoin d'une voiture, voire même d'une camionnette, et qui repose sur les principes d'une économie collaborative, ou encore Terre en Vue, qui mettent à disposition d'agriculteurs et d'agricultrices qui veulent pratiquer l'agroécologie des terrains, y compris en région de Bruxelles-Capitale, des potagers, jardins potagers collectifs, par exemple. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui concerne l'aménagement de l'espace urbain qui peut amener la reconstitution du capital social. Alors, la question de l'espace est aussi importante parce qu'elle crée voilà, davantage de liens, elle amène davantage de mixité sociale. Bref, elle conduit les gens à prendre conscience de leur capacité à travailler ensemble pour créer l'action collective et donc développer des innovations sociales. Troisième levier, troisième ingrédient, c'est le droit à l'expérimentation. Je peux être très bref là-dessus. Je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se fait en France sur le droit à l'expérimentation. Vous savez peut-être qu'en France, la Constitution a été amendée pour prévoir un droit à l'expérimentation locale. Et il y a une loi organique qui l'organise. En substance, comment ça se passe-t-il? Des collectivités territoriales en France peuvent demander à l'Assemblée nationale d'autoriser pendant une période de 5 ans, le temps d'une expérience, à déroger aux règles qui s'appliquent sinon sur l'ensemble du territoire pour expérimenter quelque chose de neuf. Et au bout de 5 ans, l'Assemblée nationale évalue et éventuellement étend l'expérience. Territoire zéro chômeur longue durée, conduit par Atelier Carmonde, d'abord sur 10 municipalités, aujourd'hui sur 60 municipalités, c'est ça. Le revenu de solidarité active, la version française du revenu d'intégration sociale, c'est au départ le droit à l'expérimentation qui l'a permis. Et donc je crois que permettre à des collectivités de déroger aux règles communes pour voir ce qui peut marcher pendant un certain temps peut être extrêmement intéressant pour encourager là encore l'innovation sociale. Quatrièmement, je pense qu'on peut réfléchir à la culture de l'administration. Et on a dans le bouquin un chapitre là-dessus. Je vais résumer cela très rapidement en disant que pendant très longtemps, l'administration a été conçue sur le modèle weberien, Max Weber qui a travaillé beaucoup sur la bureaucratie évidemment. L'administration publique traditionnelle, c'est ça, c'est des fonctionnaires investis de la charge de veiller à l'intérêt général et de l'application des règles. En fait, c'est le paradigme du fonctionnaire weberien, c'est un juriste qui applique la règle de manière aussi impartiale et objective que possible, bureaucratique, pourrait-on dire, sans connotation péjorative dans ma bouche. Et
les gens qui bénéficient de l'administration sont simplement des administrés à qui l'on fait bénéficier d'un cadre juridique prévisible et stable. Alors, au cours des années 90, ceci a été remis en cause, on a voulu moderniser l'administration et s'est profilé une alternative qu'on a appelée la New Public Management. Cela vient de débats qui ont lieu au Royaume-Uni, notamment à travers le conseiller de Tony Blair, Anthony Giddens. Et le New Public Management, c'est l'idée qu'on ne doit plus avoir des administrés, on doit avoir des usagers du service public qui sont des clients, et que l'administration doit, comme le privé, rendre des services et faire l'objet d'une évaluation par des gens qui ont le droit d'être satisfaits dans leurs attentes, comme des clients doivent être satisfaits par les entreprises privées. Et le New Public Management a débouché sur la privatisation d'entreprises publiques, de services publics, la mise en concurrence d'entreprises publiques avec des entreprises privées pour fournir des services aux citoyens, des manières d'évaluer les services publics qui relèvent du privé, et même dans le recrutement des services publics, on emprunte au CEO du privé pour, au fond, diriger des entreprises ou des services publics. Ça, c'est le New Public Management. Dans les années 2000, on en est un peu revenu à partir de 2010, et on est passé au Public Value Management, qui consiste à dire on doit arrêter de traiter les administrés comme des clients, des usagers de services publics. Après tout, c'est l'intérêt général, ce n'est pas des intérêts privés qui sont en jeu ici, mais ce qu'on doit demander, c'est que les fonctionnaires organisent des tables rondes, des stakeholders dialogues, des dialogues multipartites, pour qu'ils ne soient pas seuls à déterminer où réside l'intérêt général. Et ça, c'est très inspiré par, je dirais, une sorte de vulgarisation de l'éthique de la discussion de Jürgen Habermas. Hein. C'est l'idée que par une délibération, la loi de l'argument le meilleur finira par s'imposer et que l'intérêt général va résulter de cette mise en place de processus délibératif. Voilà. Et dans le livre, on passe en revue un petit peu toutes ces phases, ces modes, et on propose, au fond, autre chose. C'est qu'au lieu de travailler pour des administrés, pour des clients, ou pour des parties prenantes dans un dialogue multiparti, on est une administration qui fasse plus que consulter et fasse plus que se mettre à l'écoute, mais qui fasse ces choses à travers les communautés. Donc, non pas seulement pour la communauté, non pas seulement avec la communauté, mais à travers la communauté, en donnant à la communauté les moyens d'inventer et de proposer des choses qu'alors l'administration se donne pour objectif de permettre de réaliser, en levant les obstacles réglementaires, en fournissant un petit subside pour démarrer, en fournissant une aide technique pour qu'au fond, les projets des citoyens puissent se développer sur le modèle, au fond, des budgets participatifs. Okay ? Voilà, donc je pense que la culture de l'administration peut aussi être réinterrogée pour qu'on aille encourager, et pour qu'on puisse encourager les innovations sociales. Et enfin, un troisième point que je voulais aborder, mais je serai plus rapide là-dessus, rassurez-vous, c'est quel est le potentiel de transformation sociale de ces innovations sociales. Et là, nous avons un chapitre assez long du livre sur ça, où au fond, le défi qu'on se lance, c'est comment sortir d'un dilemme entre la cooptation ou la marginalisation. Je m'explique. Vous avez ici un schéma qui est très connu des spécialistes de la transition, qu'on appelle la perspective multiniveau, et qui distingue trois niveaux. Le paysage socio-technique, c'est des éléments exogènes qui évoluent lentement avec le temps et qui font pression sur les systèmes socio-techniques dominants. Le deuxième niveau, c'est le régime socio-technique, précisément. Et ça, c'est des éléments qui ont coévolué. J'ai montré ça tout à l'heure sous une autre forme, mais donc c'est des éléments techniques ou technologiques, économiques, culturels, politiques, etc. Tous ces éléments ont coévolué et se soutiennent mutuellement et forment système. Hein. Et ça, c'est le second niveau, celui du régime socio-technique. Et en bas, vous avez le troisième niveau, les innovations de niche. Hein. Dans des labos à l'UNIF, dans des départements recherche et développement des entreprises, dans les quartiers, on a des innovations, très micro parfois, qui remettent en cause le régime socio-technique dominant, qui développent des alternatives. Okay. Et le dilemme pour nous, c'est
est-ce qu'on doit chercher à ce que ces innovations de niche percolent dans le régime socio-technique, au risque de la cooptation, au risque que le régime socio-technique, en quelque sorte, cannibalise, absorbe, sans se remettre fondamentalement en cause. Et on a plein d'exemples de cela. Airbnb, ça commençait par le partage de canapés. Hein. Pareil pour Blablacar. Et on pourrait avoir beaucoup d'exemples de cette capacité extraordinaire du système capitaliste dominant d'absorber les innovations, hein, pour y voir une opportunité de profit. Donc il y a ce risque de cooptation. Mais l'autre risque, c'est le risque de la marginalisation, où on crée de la sociodiversité, on entretient des alternatives comme dans un jardin botanique, on permet à des variétés végétales de ne pas disparaître, mais où l'on n'a pas d'impact sur le système. Et donc la question que nous posons dans ce chapitre, c'est qu'est-ce qui fait que certaines innovations de niche ont en fait, souvent sous bénéfice d'une crise, réussi à transformer le système, sans être coopté, c'est-à-dire en changeant j'allais dire de manière un peu simpliste, l'ADN du système, hein, sa manière les valeurs qu'il poursuit et sa manière de s'organiser et d'imposer du coup des trajectoires techniques, des manières d'organiser l'économie, etc. Et donc on a ces discussions et notre conclusion pour immédiatement divulgacher ce à quoi nous arrivons, c'est que pour que les innovations de niche ne soient pas cooptées, mais aient un impact sur la manière dont le régime socio-économique se développe d'une phase à l'autre, il faut davantage de démocratie dans l'organisation de ce régime. En fait, le terme de démocratie, l'idée de démocratie a souvent été appliquée à l'État, donc aux structures publiques, mais pas à la société, pas à l'économie. La démocratie appliquée à l'université, à l'entreprise, à la famille, est quelque chose qui paraît un petit peu bizarre. Enfin, on n'a pas exploré le potentiel de l'exigence démocratique dans des lieux autres que l'État. Or, nous pensons qu'on ne peut pas se contenter de démocratiser l'État, il faut aussi démocratiser la société, et c'est à condition de démocratiser la société que les innovations de niche pourront être source d'inspiration pour transformer le régime socio-technique dominant, à défaut de quoi celui-ci pourra très aisément cannibaliser ce qui se fait sans remettre en question son identité. Voilà, c'est par ça que je voudrais terminer, parce que je me rends compte que le temps passe et Raphaël Van Meerbeek notamment doit aller plaider et va devoir nous quitter. Je remercie néanmoins Raphaël de sa présence et de sa patience. Mais donc voilà, c'est ce que nous développons. Dans ce livre, la version originelle est en anglais, le sous-titre « The Rise of the Enabling State », que nous aurions voulu voir plutôt comme titre. Et donc, enabling est un partenaire, c'est peut-être pas le mieux, mais c'est sûrement moins jargonnant que l'État en capacitant ou qui en puissance, je ne sais pas comment les Québécois diraient, ils ont eux beaucoup d'inventivité dans les termes, mais c'est cela l'idée, ou ce sont ça les idées que vous trouverez exposées en détail dans ce bouquin-là. Voilà, merci beaucoup.